Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Juan Rosé, on voit États-Unis, Chine, Europe, chacun est en train de verrouiller ses approvisionnements, faire ses stocks stratégiques, c'est un peu les nouvelles réserves d'or, on va dire. Est-ce qu'on n'est pas là sur une nouvelle forme de conflit contemporain ? Si vous voulez, en quelque sorte, mais vous avez cité l'Union européenne, effectivement la Chine et les États-Unis, et malheureusement les Européens sont quand même derrière la Chine et les États-Unis, parce que la Chine a eu quand même, vous l'avez signalé, depuis les années 50, qui s'intéresse aux terres rares, avait une vision de long terme, ce qui est très rare en Europe, et encore moins du côté des États-Unis, quoique les terres rares, c'est devenu récurrent chez la politique extérieure de Donald Trump. On sait les premiers mois de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le deal que les États-Unis voulaient avoir avec l'Ukraine pour récupérer les terres rares qui se trouvent en Ukraine. On voit, vous avez fait référence à cette réunion à Washington, à ce sommet, on voit les accords ou les protocoles d'accord qui ont été signés avec les Émirats arabes unis, avec le Mexique, avec l'Union européenne. Effectivement, aujourd'hui, les terres rares, c'est devenu un enjeu politique, un enjeu géopolitique, mais c'est aussi et surtout un enjeu industriel, parce que les États-Unis voient effectivement que son industrie peut se voir fortement impactée si les terres rares n'arrivent pas chez eux, et ils en ont besoin. Et c'est vrai, vous l'avez dit, c'est encore la Chine aujourd'hui, avec cette vision des futurs à long terme qu'elle développe depuis une cinquantaine d'années, qui est en position de force. Vous avez raison de le rappeler, Juan Rosé, dans cette course à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Voilà, vous nous parliez aussi du temps long chinois tout à l'heure. Dans cet extrait à l'ONU, je crois que tout est dit. Tout est dit, et d'ailleurs ça m'a fait tout de suite penser, effectivement, il y a quelques années, rappelez-vous les panneaux solaires chinois qui ont envahi, entre guillemets, l'Europe. Enfin, les Chinois, comme on disait tout à l'heure, cette vision de futur et la patience, effectivement, de continuer à investir dans la même direction. Alors, ce qui est important, effectivement, aujourd'hui, dans tout ça, c'est quel rôle nous allons jouer, les Européens. Et on sait qu'on est dépendant des États-Unis, comme on est, en fait, dépendant de plus en plus de la Chine. Mais aujourd'hui, les Chinois, grâce à Donald Trump, sont en train aussi de gagner des parts de marché dans tous ces domaines de l'énergie verte, parce qu'ils se sont attirés grâce à un certain nombre de pays. Bien sûr, je parle notamment de l'Espagne, qui a carrément regarde aujourd'hui carrément vers la Chine. Le Premier ministre espagnol est allé sur la dernière année à 3 reprises rencontrer Xi Jinping. Donc on voit effectivement quel est l'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les États-Unis notre référence, c'est plutôt la Chine, que ce soit à un moment donné dans les panneaux solaires, mais aussi dans l'énergie électrique, vous l'avez signalé, parce qu'ils sont capables aussi de continuer à construire des gros barrages, ce que, pour des questions d'environnement, nous ne faisons plus en Europe, et on doit, comme fait la France, regarder plutôt vers l'énergie nucléaire, qui est peut-être la solution pour nous, Européens, aujourd'hui. Juan Rosé, l'Espagne, qui est peut-être le pays en Europe qui a du foncier, du soleil, des côtes, est-ce que là-bas, il n'y a pas une réflexion pour avoir une approche plus européenne et protectionniste, pour être un peu le hub énergétique vert de l'Europe? Et l'Espagne, c'est peut-être totalement naïf ce que je vous dis là, mais est-ce que c'est un sujet de société qui est monté depuis longtemps en Espagne, ça? Tout à fait. D'ailleurs, vous regardez le mix énergétique en Espagne, il est essentiellement des énergies renouvelables, des énergies vertes. Mais nous avons un problème que la France n'a pas, c'est que les interconnexions entre la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, et le reste de l'Europe sont à 4%. Il n'y a pas d'interconnexion. Donc nous, on peut fabriquer de l'électricité, on peut faire énormément de choses, sauf que nous ne pouvons pas l'exporter parce que les interconnexions n'existent pas. Et c'est un dossier qui est depuis 25 ans, l'Espagne bataille auprès de Bruxelles pour que ces interconnexions avec le reste de l'Europe soient développées. Ouais. Donc oui, on a Je crois qu'il y a un seul canal qu'on appelle le corridor ibérique, mais qui n'est absolument pas suffisant, et on l'a vu lors d'un grand blackout qui avait eu l'année dernière ou il y a 2 ans. On est à 4-6% d'interconnexion entre l'Espagne et la France, quand normalement, si on suit les plans de l'Union européenne, on devrait être aujourd'hui
à près de 25%. Donc il y a des infrastructures qui n'ont pas été construites, qui ne sont pas construites, et donc on ne peut pas. Et donc on a ce problème-là en Espagne. C'est pour ça qu'on a développé l'énergie verte et que l'Espagne, effectivement, son mix énergétique est à peu plus de 70% des énergies renouvelables. Ce qui est intéressant, Juan José, c'est que là, une fois n'est pas coutume, on entend une voix française et des voix européennes aussi cette semaine qui disent la même chose que les États-Unis. Oui, ça on n'avait plus l'habitude, ça. On n'avait plus l'habitude parce qu'effectivement, nous, on est allé plutôt vers des considérations médio-ambientales et donc on ne s'est pas beaucoup intéressé à un moment donné aux terres rares. Mais il faut rappeler justement que Emmanuel Macron a déjà effectivement à un moment donné dit qu'il va falloir aller chercher. Ce n'est pas de cette année ni de l'année dernière qu'il faut aller effectivement s'approvisionner en terres rares. Et le problème que nous avons en Europe, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'aller faire des forages? Est-ce qu'on est prêt à subir les critiques de la société dans un monde qui va être un peu plus contaminé? Est-ce qu'on va faire des prospections? Est-ce qu'on peut le faire? Aujourd'hui, en Espagne, par exemple, on pourrait les faire, mais on a des lois qui nous l'interdisent. Donc, il faut changer des lois derrière. Mais c'est vrai que les terres rares, ça reste quand même quelque chose de très important. La Chine nous a dévancé, notamment, vous avez parlé de l'Indonésie, mais elle nous a dévancé aussi chez les pays africains, où effectivement, depuis des décennies, elle est allée regarder de près que l'économie, pas que les questions économiques. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est dépendant de tout le monde. Et malheureusement, on est aussi quand même, au niveau des réserves européennes, on n'a pas la même puissance qu'on peut avoir du côté de la Chine, du côté de l'Afrique ou du côté de l'Indonésie, comme vous avez signalé tout à l'heure. Donald Trump nous a montré qu'il était capable d'aller chercher un président qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais un président d'un pays, le Venezuela, dans son palais présidentiel, en envoyant les Delta Force, le mettre dans un hélicoptère, le ramener, le mettre en tôle à New York pour le juger. Donc en fait, le message qu'il envoie aussi Donald Trump, c'est que tout ce qui se passe sur le continent latino-américain, il se donne le droit de préempter les personnes et pourquoi pas les biens. Là, c'est là où je pense à la Chine, parce que là, pour le coup, les biens, et vous le rappelez, j'ai regardé, les échanges commerciaux ont été multipliés par 50 en 20 ans. Entre Juan José, je vois que vous voulez réagir. Tout à fait, parce qu'en fait, ce qui se passe du côté de l'Amérique latine, vous avez fait référence effectivement au Venezuela, mais il y a quelques jours, après avoir beaucoup critiqué la Colombie, Donald Trump a reçu le président colombien. Mais rappelez-vous, il y a un peu plus d'1 an, la colère de Donald Trump quand il a vu que les investissements chinois auprès du canal du Panama. Donc, il voit que les Chinois sont aux portes effectivement des États-Unis. Rappelez-vous, il y a à peine une semaine, la colère de Donald Trump quand il a menacé le Canada parce qu'il est en train de négocier un accord avec les Chinois. Donc effectivement, aujourd'hui, on revient à cette idée et à cette vision de long terme qui développe effectivement, et sans faire du bruit, les Chinois, qui n'est pas du tout notre façon de faire, au moins en Occident, mais c'est vrai qu'eux et Donald Trump en priorité veut faire de l'Amérique latine un peu la basse-cour des États-Unis où personne n'a le droit, et il est en train de se rendre compte que malheureusement pour lui, il n'y a pas que les Chinois, parce qu'il y a aussi des Européens qui sont là, mais que les ennemis qu'il a désignés, il les a aux portes. Et Juan José, quelle est votre lecture? La fin de New Start, je rappelle juste, là on était en 2006, en 7 ans, Russie et Américains ont respecté leur engagement, ont réduit leur stock d'armes nucléaires dites déployées, c'est-à-dire prêtes à être envoyées. Ils ont respecté leur engagement. Aujourd'hui, il n'y a plus d'engagement, donc zone libre. Est-ce que, ou en tout cas absolument pas, plus personne n'inspecte personne. Est-ce que ça veut dire que c'est un retour à la guerre froide ou sinon une entrée dans une ère plus dangereuse? Alors la première chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ça arrête effectivement ce traité, mais qui en fait, ces dernières années, était inopérant. Puisque de toute façon, après le conflit de la Russie entre la Russie et l'Ukraine, l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, et la menace nucléaire qui a été brandie à plusieurs reprises. Oui. Par la Russie, ce traité, on a vu. Vladimir Poutine avait dit en 2023 qu'il gelait New Start. Voilà. Donc il était mort, ce traité, on constate tout simplement aujourd'hui. Mais symboliquement, c'est quand même spectaculaire. Ce n'est pas la guerre froide, mais on est effectivement dans une nouvelle
nouvelle époque géopolitique différente parce que il y a le conflit des États-Unis avec l'Iran, il y a les conflits de l'Union européenne avec la Russie par le biais de l'Ukraine. On voit effectivement qu'aujourd'hui, ce traité, Donald Trump qui a dit à plusieurs reprises que de toute façon il n'en a rien à faire ni de ce traité ni tant d'autres traités que les États-Unis ont signés, va faire ce qu'il veut. Alors effectivement, nouvelle ère à nous Européens, parce que je pense que le contrepoids c'est toujours d'un côté l'Union européenne et d'un autre côté la Chine, de faire en sorte que ça ne dégénère pas. Là-dessus, Juan Rosé, Cheniali fait bien aussi de soulever. Nous, notre talon d'Achille chez nous en Europe, une fois de plus, c'est qu'on est 27. On s'est construit autour de l'économie et pas du politique. Là, si on parle de l'Europe de la défense, évidemment qu'il y a une base industrielle spectaculaire, mais on est sur du régalien et on est sur du politique. Et là-dessus, pour se coordonner, et on voit bien ce qui se passe avec le SCAF, par exemple. Oui. C'est assez dramatique, j'allais dire, en termes de coordination. C'est dramatique, d'autant plus que l'Europe parle de l'Europe de la défense depuis 25 ans. Depuis 25 ans, à un moment donné, on a appelé ce qu'on a dit les piliers renforcés, ou les marchés renforcés, où un certain nombre des pays européens pouvaient avancer dans une direction, et notamment l'Europe de la défense. Donc, pour nous, c'est un débat, et vous avez tout à fait raison. L'Europe s'est construite sur l'économie, a laissé de côté la défense, mais en même temps, ça fait 25 ans qu'on parle. Et puis, le traité New START, il faut quand même rappeler que parmi les raisons que Donald Trump a données, c'est que la Chine n'était pas dans ce traité. Et il aurait voulu que la Chine tout à fait vienne sur ce traité. Et puis, logiquement, la Chine a dit, non, on est très loin encore des États-Unis et de la Russie, nous, on n'a rien à faire dans ce traité. C'est ça. Et on termine avec vous, Juan Rosé. Vous avez choisi un livre. J'ai choisi un livre qui s'appelle Les chemins de la colère. C'est un journaliste hispano-suisse qui travaille pour France Presse depuis plus de 20 ans, qui a été au bureau de Washington et aussi en Amérique latine, aujourd'hui à Paris. Et en fait, quand il a été à Washington, donc, il a connu les crises de Lehman Brothers, des subprimes, et puis il a connu toutes les crises économiques depuis Lehman Brothers. Et donc, il a fait ce parcours qu'il faisait étant enfant avec ses parents entre la Galice au nord-ouest de l'Espagne et la Suisse, en passant aussi par la France. Et il est allé rencontrer l'année dernière des mineurs, des agriculteurs, des pêcheurs, des camionneurs pour voir comment les crises qui ont commencé donc en 2007-2008 peuvent peut-être se terminer de façon macroéconomique, quand on parle de façon macroéconomique, mais qu'elles restent dans la vie des travailleurs et des gens, parce que l'économie et ces crises-là, elles vont beaucoup plus loin que juste un pourcentage de croissance ou autre. Et donc, ça s'appelle Les chemins de la colère. Et Antonio Rodriguez est sorti en France. C'est très intéressant parce que ça nous ramène un récit des crises économiques à travers un récit aussi d'émigration espagnole. Ça a l'air passionnant. Vous savez quoi? Je vais en parler aussi à Emmanuel Le Chypre dans la librairie de l'Écho et on va l'inviter. Ou sinon, moi, j'en parlerai dans les coups de cœur de la rédaction. Je vais aller le chercher. Merci à vous tous, en tout cas, nos experts sans frontières. Les experts sans frontières sur BFM Business.